Première question. Dans ton texte sur la compétence 4, tu dis que tu es, et je cite, plus habitué à suivre des cours plutôt qu'en donner. Je basais mon enseignement sur ce que je connais le plus, soit les cours de 3 heures où l'enseignant donne de la matière en quantité et où l'interaction avec les élèves est inexistante. Ce que j'ai vite constaté, c'est que la réalité n'est pas la même au secondaire. Donc, la question est, quelle est la réalité au secondaire et comment l'enseignant doit-il adapter son enseignement pour que ce ne soit pas seulement un cours où il donne de la matière? Donc, je vous dirais que l'adaptation niveau secondaire universitaire se fait assez naturellement parce que les élèves n'ont pas la même maturité au secondaire qu'à l'université, donc ne sont pas nécessairement habitués à suivre un cours en fait là tout seul et en silence là, durant 1 heure ou 65 minutes, tout dépendant là, de l'école. Ce que j'ai vu, c'est que vu que la clientèle n'était pas la même, les élèves avaient besoin de parler, avaient besoin d'interagir avec l'enseignant, donc qui était moi. Donc, ce que j'ai vite compris, c'est qu'il fallait s'intéresser à la vie des élèves. C'est un facteur qui est très important. Donc, prendre le temps vraiment de communiquer avec eux. Donc, pour pouvoir, en fait, en apprendre plus sur eux, savoir qui ils sont. Et l'élève va apprécier grandement là, que tu t'intéresses à lui parce que, en fait, il veut chercher une certaine appréciation là, de l'enseignant. Ce que j'ai vu aussi, c'est que ça se fait dans l'autre sens. Donc, les élèves s'intéressent beaucoup à savoir qui est l'enseignant. Donc, ils veulent vraiment savoir qui je suis. Donc, c'est de prendre le temps un petit peu de parler de moi au début des cours. Donc, c'est une amorce qui est intéressante de un, et de deux, ça pique la curiosité des élèves de savoir là, que tu fais du sport ou de en fait là, quel sport tu pratiques ou qu'est-ce que tu fais dans la vie, t'es rendu en quelle année en fait à l'université, etc. Puis aussi l'attention diminue. C'est possible de changer le mode d'enseignement. Donc, c'est une autre question qui m'a été soumise plus tard. Je vais y répondre, mais comme varier entre le magistral et les activités, c'est vraiment une bonne façon là, de conserver l'attention des élèves et aussi là, d'interagir avec eux parce que lorsqu'ils sont en activité, l'enseignant peut plus se promener dans la classe et répondre là, aux élèves de manière comme plus personnelle et plus un à un. Donc là, il y a un contact qui est différent il y a un contact qui est différent avec les élèves qu'en grand groupe, où est-ce que c'est souvent les mêmes qui posent des questions et que les plus gênés en fait, là, vont rester dans leur bulle, vont seulement tenter de suivre. Aussi, ça permet là, d'avoir une interaction qui est variée et ça permet de susciter l'attention des élèves aussi, là, parce que quand il y a un changement en classe, les élèves comme reviennent de plus en plus, mais il faut que la transition soit faite de manière adéquate. Donc, deuxième question. Dans ta compétence 6, tu dis que les élèves n'osaient pas lever la main pour poser des questions de peur de déranger le cours. Selon toi, qu'est-ce qu'un stagiaire peut faire pour éviter cela et s'assurer que les élèves participent activement à leur apprentissage? En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cerné des élèves qui ont une force différente en classe, donc des élèves qui sont forts, des élèves qui sont dans la moyenne et des élèves qui sont plus faibles. Et lorsque j'expliquais, je les regardais, donc quand je voyais vraiment qu'il y avait des points d'interrogation dans les yeux en fait, des élèves les plus faibles, mais que les élèves moyens et plus forts comprenaient. J'essayais de comme faire un retour assez rapide jusqu'à temps là, que les points d'interrogation là, en fait, quittent les yeux de ces élèves-là. Mais quand je voyais vraiment que les élèves moyens, les élèves forts ne comprenaient pas, je reprenais là, comme l'entièreté de ce que je venais de dire et je tentais de le mettre dans d'autres mots là, jusqu'à temps que vraiment tout le monde soit en fait que tout le monde ait compris et me suive. On peut pas nécessairement forcer les élèves à répondre en classe. Souvent, lorsqu'on en sélectionne un pour le devoir, souvent on sait très bien que cette personne-là soit ne l'a pas fait ou l'a fait de manière là en fait pas adéquate. Puis je trouve ça plus ou moins correct là, d'essayer de comme piquer cette personne-là en fait lors de la correction de devoir ou en classe. Donc ce que je préfère faire, c'est vraiment là, me fier à mes repères en classe, voir ce que les élèves me donnent
comme rétroaction non verbale. Et sinon, là, de continuer de poser des questions. Souvent, c'est les mêmes qui vont répondre, mais plus j'en pose, puis plus les autres se dégênent. Donc, ça fait en sorte là que tout le monde commence à participer un petit peu plus. Les questions, en fait, doivent être très bien sélectionnées parce qu'une question qui est trop difficile peut faire en sorte que personne ne va vouloir répondre de peur de perdre la face devant le restant de la classe. Donc, il faut que la question présente un certain défi, mais qu'il ne soit pas trop difficile et en fait, là, faut que ça permette aux élèves de se dégêner et aussi en fait, d'amener une réponse. Donc, soit poser des questions plus simples à des élèves en sachant très bien qu'ils connaissent la réponse. Donc, tu peux lui poser une question qui va être comme jugée plus facile. Donc, va lui donner une certaine confiance là pour les réponses plus tard. Va peut-être essayer de se risquer aussi là plus tard dans les autres cours ou dans le même cours. Ce qui est important aussi, c'est que de poser des questions qui les touchent personnellement en fait. Donc, qui va rejoindre leur réalité culturelle. Donc, qui vivent dans quel milieu? Est-ce que je suis capable de faire des liens avec leur réalité? Ou sinon, par exemple, le cours que j'enseignais était pouvoir et pouvoir en histoire de secondaire 4. Est-ce que je suis capable de faire des liens entre ce qui se passe en Nouvelle-France et en fait là ce qui se passe aujourd'hui au niveau du pouvoir? Donc, ça va vraiment chercher là, l'intérêt des élèves. Aussi, il faut que les questions, si on est pas capable de faire des liens avec leur réalité culturelle, c'est qu'ils soient signifiantes pour eux. Donc vraiment, une question qui sera pas posée en l'air pour voir qui suit, mais une question qui va susciter une réflexion chez les élèves. Donc, qui peut faire en sorte là que ceux-ci vont comme analyser et créer une réflexion aussi. Présenter des faits divers qui peuvent être vraiment intéressants. Donc, peut amener aussi les élèves à capter, en fait, peut amener les élèves à répondre parce que certains ne sont pas gênés, mais que ça les intéresse juste pas. Mais si tu parles, en fait, de d'autres choses ou tu dévies un petit peu du sujet avec des anecdotes qui sont intéressantes, mais là, après ça, on peut capter l'attention des élèves qui, en fait, ne participent pas nécessairement, mais que là, peut-être qu'on va chercher, en fait, leur attention. Fait en conclusion, c'est de vraiment diversifier les méthodes, en fait, d'utiliser pour amener les élèves à interagir avec l'enseignant ou interagir avec leur père. Donc, souvent, je peux aussi proposer, là, par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter? Donc, si oui, là, ils peuvent compléter, en fait, ce que l'autre a été dit, ou sinon, faire du pouce sur ce qui a été dit, ou sinon, vraiment infirmer. Mais aussi, le but, c'est pas de planter la personne qui a répondu, mais c'est, en fait, d'amener un commentaire qui est constructif. Donc, troisième et dernière question. Tu dis qu'à ton avis, il y a 3 types de planification. Quels sont les 3 types selon toi, les avantages de ceux-ci et le contexte dans lequel tu utilises chacune? Donc, lors de mes planifications, en milieu de stage, j'ai en fait décidé de séparer mes planifications comme en trois grands types. Donc, la première, c'est la planification qui est dans le but de faire un cours qui est 100% magistral, donc du début à la fin, avec un amorce quand même qui va interpeller les élèves, mais vraiment un cours de matière, là où ça pourrait être un cours de révision aussi, mais un bon bloc. Donc lorsqu'on veut passer une matière qui est souvent un petit peu plus simple ou qui se passe rapidement, c'est possible de le faire de manière magistrale. Parce que c'est moins, en fait, là, oui, ça peut être assommant pour les élèves, tout dépendant en fait, à quel point la matière est lourde et comme compliquée. Mais plus la matière est simple, plus c'est facile de donner de longs moments, en fait, d'enseignement magistral. Le deuxième, ce que j'appelle mixte, donc une partie de magistral et après ça, soit du cahier d'exercice ou bien une activité courte pour le restant de la période. Donc, ça peut être fait aussi là lorsqu'on voit que notre cours magistral, en fait, commence à faire perdre l'attention des élèves ou les élèves suivent pas, ils parlent entre eux, certains dérangent, d'autres se lèvent. Donc, c'est vraiment là de varier le type d'apprentissage, ce qui fait en sorte que ça vient refocuser en fait les élèves là dans leur apprentissage et dans le cours. Donc, ça permet de pas les perdre et d'éviter un petit peu là, de gestion de classe pour éviter que là, les gens parlent ou dérangent. La troisième, c'est un cours complètement d'activité. Donc, souvent vu comme un cours récompense ou un cours bonbon, les activités, en fait, peuvent
bien fonctionner, mais aussi mal fonctionner, tout dépendant en fait de quand on les fait dans la journée, de quand on les fait dans la semaine et de la classe. Si on prend la période à laquelle on enseigne, donc si le matin, c'est possible de passer beaucoup plus de matière parce que les élèves sont frais et disposés là, en fait, à t'écouter, mais c'est après la première période après le dîner, là, on commence à digérer, les élèves sont beaucoup plus amorphes, ou par exemple, là, si on est un vendredi après-midi, c'est sûr qu'on évite de donner de la matière. Souvent, ça va être soit une période qui va être plus mixte ou une période d'exercice, donc avec le cahier, ou bien on peut même donner une activité, là, tout dépendant du groupe. Pour ce qui est des cours d'activité, il y a un bémol en fait, là, c'est un couteau à double tranchant. Soit que ça peut super bien aller, ou soit que ça peut être le désastre, la catastrophe. Donc, tout dépendant de ton groupe, faut connaître son groupe. Si tu as un groupe qui est discipliné, qui travaille bien, qui est pas dérangeant ou qui parle pas beaucoup, l'activité peut être vraiment là, un bon moyen pour eux d'apprendre. Mais par exemple, là, c'est une classe qui est excitée. Donc, par exemple, un vendredi après-midi, il fait beau dehors, l'été s'en vient, les élèves sont tannés. C'est peut-être pas l'idéal parce que ça peut vite déraper. C'est ça. Donc, ça dépend de la matière. Plus la matière est simple, plus c'est possible d'en donner beaucoup, donc plus c'est possible d'orienter une planification qui est plus magistrale. Mais plus la matière est lourde, là, on essaye de varier, donc de donner un petit bout de matière. Après ça, donner des exercices pour vraiment là, que les élèves comprennent et appliquent ce qui vient d'être dit. Donc, si le groupe est fort ou faible, peut travailler aussi. Donc, même si c'est pas discipliné versus indiscipliné, par exemple, un groupe qui va être vraiment fort va suivre beaucoup plus un cours magistral qu'un groupe qui va être plus faible parce que certains vont comme se perdre dans la matière. Fait que là, si tu perds le tiers de ta classe ou le quart de ta classe, c'est sûr que ça peut pas fonctionner. Donc là, l'idéal serait d'y aller pour une planification mixte. Il n'y a pas en fait de bonne méthode, c'est juste de savoir quand appliquer l'autre. En fait, quand l'appliquer et quand appliquer les autres. Donc, c'est de varier. Un enseignant qui va enseigner seulement magistral, c'est sûr que ça sera peut-être pas l'enseignant là, rêvé par les élèves et le plus apprécié, mais un qui va varier les méthodes d'apprentissage peut vraiment là, capter l'attention d'une classe et la garder.